La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. La dernière fois qu'on s'est parlé, Félix Fournier, mon historien préféré, on était au débarquement de Dieppe. Winston Churchill venait de faire un discours qui était porteur d'espoir. On pouvait voir justement la lueur au bout du tunnel pour les Alliés, parce que pour les ennemis, c'était peut-être un peu moins ça. On est rendu en 1943, où on en est dans cette Deuxième Guerre mondiale. La partie importante du début de 43, c'est la fin de la campagne d'Afrique du Nord. On en parlera peu parce qu'il y a presque aucun Canadien qui était impliqué et aucun Gaspésien. Je pense qu'il y a des gens du Bas-Saint-Laurent qui étaient pilotes d'avion dans cette campagne-là. Qu'est-ce que c'était l'Afrique du Nord? C'était vraiment, comme on a parlé la dernière fois, Canal de Suez? Du canal de Suez, qui était la porte de la Méditerranée. Mais là, les troupes de Montgomery, un super général anglais, que j'aime beaucoup, parce que c'était un général qui était peu aimé des autres, mais beaucoup de ses soldats, parce que c'est quelqu'un qui préservait beaucoup ses hommes. Donc, ils se résorbent tranquillement, ils reviennent vers la Tunisie, ils font une poche. C'est la fin de l'occupation. Avant cette fin-là, les Alliés, notre ami Winston Churchill, ainsi que Franklin Delano Roosevelt, se rencontrent en janvier 43. Commence 43 sur une bonne note à Casablanca, au Maroc. Et il y a pire comme endroit pour se rencontrer. Oui. Mais disons qu'il y avait comme beaucoup moins de chances que tu puisses te rencontrer en Europe, sur l'Europe continentale, quand tout était occupé. Ça fait que de cette rencontre, qu'est-ce qu'on en tire? C'est que les Alliés mettent les grandes lignes de ce que va être la fin de la guerre. Déjà, ils voient... On est déjà rendu là pour eux, puis on est seulement à mi-parcours. C'est maintenant qu'on le sait, mais eux le savaient pas à l'époque. Qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident d'exiger la reddition sans condition des puissances de l'Axe. Donc, l'Allemagne, le Japon et la Russie? L'Italie. Faut que je revoie mon cours d'histoire, hein? Ils continuent l'aide à l'Union soviétique parce qu'ils envoient beaucoup de matériel en Union soviétique, les Alliés. Le Canada va envoyer des radios. J'ai eu la chance de voir ça une fois dans ma vie. C'était magnifique. Des radios, il y avait la version canadienne en anglais, puis il y avait la version russe du même modèle en cyrillique dans la langue. Okay. Les inscriptions sont en cyrillique, donc en russe. Et ensuite, on dit aussitôt que c'est la fin de la campagne en Afrique du Nord, on commence l'invasion d'Italie. Qui est quand même proche aussi de ce secteur-là. Exactement. On veut déplacer les troupes américaines. Eux vont faire le bond vers l'Italie, parce qu'il va y avoir les troupes américaines. Là, dans la bataille en Méditerranée, vont entrer en jeu les Canadiens et aussi plein de Gaspésiens qu'on connaît, certains qu'on connaît, d'autres qu'on va apprendre leur nom. Oui, parce que tu as fourni quand même une liste assez impressionnante de Canadiens et de Gaspésiens qui ont participé. Je peux pas te donner le nombre exact, mais j'ai le nombre exact malheureusement, de soldats gaspésiens qui sont enterrés en Italie. Pour commencer, mon favori, on va parler de M. Émile de Sellers. Ah oui, c'est lui qui veut vraiment aller en guerre, mais... précisément dans les îles Jerseys. Exactement, Jersey-Guernsey, parce que il est un descendant de le Sellers qui était né à Jersey. Je pense que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père. Il a déjà fui Hong Kong et une autre place, si je m'abuse. Il a fait un peu de prison militaire pour ne pas avoir participé à Hong Kong. Il était dans le régiment des Voltigeurs de Québec. Et ce régiment-là va être démembré. Dans le sens qu'on pas physiquement, là. Non, exactement. Parce que oui, effectivement, en temps de guerre, on pourrait croire. Oui, c'est ça. Mais ils vont être rattachés au Royal 22e Régiment. Qui est québécois? Le régiment culte. D'ailleurs, on vous fera une petite parenthèse plus tard là-dessus, sur ce que c'est le 22e Royal Régiment, bien connu chez les francophones comme le régiment, et aussi chez les anglophones qui l'appellent affectueusement le 22. 22, ah oui, 22. 22. La première fois que j'ai entendu ça, j'avais pas compris. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez... Yeah, the 22 in Québec. Le vin doux, c'est peut-être ce qu'on buvait beaucoup aussi dans ces régiments-là. C'est ce qui va arriver dans la campagne d'Italie. On le verra plus tard. Donc, c'est ça, monsieur Le Sellers se retrouve, manque d'aller avec le Royal 22e Régiment et participer à la campagne d'Italie. Il ne veut pas. Non, il veut aller aux îles. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait transférer dans le Royal Regiment of Canada en mentionnant qu'il parle maintenant assez bien anglais pour être dans un régiment anglophone. Est-ce que c'était vrai? Je crois que oui. Il avait quand même, il vivait quand même à Lance-Griffon. Il doit avoir quand même côtoyer des gens avec un certain niveau. Puis ça fait quand même quelques années qu'il stationnait en Angleterre. Et qu'il se fait transférer. Son officier lui demande
mais quel est ton nom? Il dit Émile Le Seller. Fait qu'il fait what? Il dit que durant toute la guerre, personne n'a jamais vraiment été capable de prononcer, les anglophones n'ont pas été capables de prononcer son nom. Et pourtant, Le Seller, je trouve que ça fait un peu anglophone. Le Sealer. Le Sealer? Probablement. Et son prénom était Émile, et c'est un nom qui était souvent porté par les Allemands. Ah oui. Émile. Donc, est-ce que tu sais, petite note à part, j'imagine que c'est vrai pour le prénom Émile, mais Émilie, qui est mon nom, en allemand, ça veut dire rusé. C'est peut-être pour ça que les Allemands aiment ce nom. Aiment ce nom. Je n'étais tu pas peux confirmer. Je n'étais pas au courant, je vais te croire sur parole. T'es mieux. Donc, il devient Hem pour le restant de EM pour le restant de la Deuxième Guerre mondiale dans le régiment des Royals. On parlait de James Bond dans le dernier épisode. Ça me fait penser un peu à comment on appelle les dirigeants M ou Z ou tout ça. Donc, M, ça fait espion un peu, on dirait. Et, petite devinette, comment gagnait un mécanicien de classe A par jour durant la Deuxième Guerre mondiale? Sûrement pas assez pour le risque. Monsieur Le Seller était très heureux parce que depuis qu'il était classe A, il avait augmenté de 50 sous par jour. Fait qu'il gagnait 2,25 $. Ce qui devait quand même être beaucoup pour l'époque. Moi, ce que j'ai lu, la majorité des soldats gaspésiens envoyaient une très grande partie de leur solde à leur famille en Gaspésie. Ben, ils devaient pas pouvoir beaucoup le dépenser non plus sur le front. Directement, non, mais c'est parce que surtout que tu avais comme des permissions, tu pouvais sortir, puis là, tu avais besoin d'un peu de liquidité. Okay. Parce qu'ils fréquentaient quand même beaucoup les pubs en Angleterre. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont si populaires. J'ai ouï dire, non, j'ai lu à quelques reprises que certains fréquentaient les pubs. On fait bien des blagues, mais quand même sur une note un peu plus triste. Avant le début de la campagne en Sicile, en Italie, il y a des soldats gaspésiens qui n'ont même pas eu le temps de se rendre et qui sont morts. Le bateau Davis va être coulé dans la Méditerranée le 5 juillet 1943 par le U-Boat 593. Ce qui va avoir des très grandes répercussions sur l'invasion d'Italie parce qu'il y a 289 soldats qui étaient à bord du navire, mais surtout 4000 tonnes de matériel, nourriture, des véhicules amphibies pour le débarquement. Et toujours aussi, pratique aussi lorsqu'on veut partir de l'eau, aller sur les berges, tout ça. Exactement. On va le voir beaucoup, ça, pour le débarquement de Normandie. Tous les films du débarquement de Normandie, vous avez les péniches avec le devant qui C'était semblable à ça aussi. C'était exactement comme ça. L'histoire va beaucoup moins retenir ces débarquements en Sicile et en Italie parce qu'ils seront pas sous le feu. OK, c'est moins spectaculaire, en guillemets. Les lignes de défense italiennes, on va en parler plus tard, vont être beaucoup plus faibles. Ça va être une autre guerre. Finalement, les Allemands vont les laisser... Moins d'embûches. Exactement. Vont les laisser débarquer, puis après ça, les combats vont venir... tandis que le principe de la Normandie, c'était que les Alliés ne débarquent pas sur le territoire français. Ils étaient attendus à ce moment-là. Donc, c'est ça, nos soldats. Il y a d'autres navires qui vont être coulés aussi avec les véhicules de transport. Ce qui aura pour une très grande incidence, c'est que les gens vont être obligés de porter leur matériel. T'arrives épuisé déjà avant même d'être sur le champ de bataille. Mais ils vont se revirer de bord puis ils vont utiliser les camions italiens. Semble-t-il un petit peu moins fiable, car ils n'étaient pas faits par Ferrari. Donc c'est ça, on a 3 garçons entre 25 et 21 ans. John Clark, Wilson Annett puis William Banner qui vont décéder le 5 juillet 1943 avant justement le lancement de l'opération Husky qui sera l'invasion de la Sicile. L'opération Husky, comment ça se passe pour nos Gaspésiens? Ça se passe très bien parce que il y a une résistance qui est très faible au niveau des soldats italiens. Pour plusieurs raisons. Dans la mythologie, il y aurait eu des ententes tacites entre le monde de la mafia et les troupes américaines pour faciliter. Oui. Ça, c'est très intéressant. Si vous avez une chance de lire sur Lucky Luciano, vous pouvez avoir plus d'informations sur le sujet. Donc, c'est ça. L'intérêt des Italiens dans la Deuxième Guerre mondiale est depuis quand même relativement longtemps fini. Donc, ils opposent une résistance extrêmement faible. Ils vont traverser la Sicile du 9 juillet jusqu'au 17 août. Donc, c'est relativement court. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est le baptême du feu quand même. Il y a quand même des combats, même s'ils sont faibles. Il y a des tirs de barrage. Il y a sûrement quand même des décès aussi au travers de tout ça. C'est ça, on a déjà eu les décès avant d'arriver. Les pertes vont être très faibles comparées à ce qu'ils vont vivre plus tard dans la campagne
quand ils vont s'attaquer à l'Italie continentale. Les faits intéressants là-dedans, ce que les soldats rapportent, il n'y avait pas beaucoup d'eau et c'était extrêmement dangereux de pogner la malaria si on buvait l'eau. Par contre, ils mangeaient beaucoup de raisins et accessoirement buvaient beaucoup de vin. Donc la gourde à eau devenait une gourde à vin. Ben, tant qu'à être déshydraté. L'élément qui ressort de cette période-là, c'est que les tanks ou les véhicules roulaient sur l'île de Sicile, généraient une craie, une poussière qui était comme une craie, et les soldats étaient obligés de se mettre des masques. C'est une période pour parler de masques. Oui, les N95. Qui empêchait, non, c'était vraiment du foulard, tout ce qu'ils pouvaient avoir, parce que ça faisait comme une espèce de grosse pâte au niveau de la bouche où s'ils respiraient. Puis c'était extrêmement dur. Cette campagne, comme on dit, est relativement courte. Les soldats canadiens et gaspésiens vont transférer sur les orteils de la botte italienne. Et très rapidement, ça va être l'armistice pour l'Italie. On pense que c'est une bonne nouvelle. Oui, on pense que c'est la fin. C'est la fin. C'est plutôt le commencement. Parce que ce qui va arriver, c'est que le 8 septembre, à Casibile, excusez mon italien, l'armée italienne se rend inconditionnellement aux Alliés. C'est fini pour eux autres. Mais ils sont pas tous seuls dans cette guerre-là. C'est là qu'entrent en jeu nos amis allemands. Pas nos amis allemands. C'est ça. En tout cas, pas dans ce cas-là. Exactement. Et les Allemands vont rapidement évacuer les parties. Ils se déploieront pas sur l'ensemble du territoire italien. Comme c'est quand même un bout de péninsule, c'est plus facile, on dirait, de la scinder en deux. Donc, il va y avoir la ligne Gustave qui va être le premier objectif, qui est à peu près à la hauteur de Naples, pour vous donner une idée. Et il se retranche sur les hauteurs. Parce que l'Italie, c'est une petite plaine avec un monticule rocheux au centre. Donc, si vous êtes en bas, vous êtes vulnérable. Il faut que vous montiez pour aller chercher le haut de la montagne. Et c'est là que le bras de fer se fait. Ce qui va faire que la campagne italienne va durer près de 26 mois. 26 mois? Avec une quantité, j'ai les chiffres, on va parler plus tard, mais le nombre de gens qui vont périr dans cette campagne de soldats canadiens, c'est épouvantable. Et les dirigeants qui pensaient qu'on négociait l'armistice, la reddition tout de suite, s'étaient un peu trompés. Et il y avait beaucoup misé sur le fait qu'ils ne rapporteraient pas des troupes allemandes du front soviétique. Ce qui aurait fait que l'avancée des troupes canadiennes aurait été beaucoup plus rapide. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va être la HG Division, la Hermann Göring Division. C'est pas division en anglais, faudrait que je le prononce en allemand, je ne l'ai pas malheureusement. C'est des troupes qui étaient par rapport à l'aviation, mais c'est des soldats entraînés, c'est des troupes d'élite. Et eux, ils vont être versés sur le front. C'est à ce moment que les Gaspésiens et les Canadiens vont trouver le temps extrêmement long. Ah oui, comment ça? Parce qu'ils sont en attente du combat? Non, c'est parce que les combats vont être tellement durs qu'ils vont développer. Il y a un mot en anglais qui a une version française, mais qui est moins significative, qui est resté de la campagne d'Italie. C'est le mouse hauling. C'est-à-dire que, comme les maisons étaient tous contiguës, il fallait prendre une maison, perforer le mur de la maison et insérer des explosifs pour faire exploser la maison suivante pour pouvoir avancer dans le... C'est à ce niveau-là. Là. C'était une guérilla urbaine comme il n'y en aura même pas au niveau du débarquement de Normandie puis l'avancée vers le... Et on dirait que c'est rare qu'on voit un peu ou qu'on entend parler de cet aspect-là de la guerre, justement. Des témoignages que j'ai entendus des gens qui ont vécu la guerre. Qui ont vécu l'ensemble de la campagne d'Italie a été extrêmement dure au niveau physique et psychologique. Les vétérans de la campagne d'Italie étaient souvent ceux qui étaient le plus marqués, je crois. Tom Eden me dirait que c'est les gens qui ont fait Hong Kong, mais ça, c'est l'impression... Question de point de vue. Exactement, c'est l'impression que j'ai eue pour les témoignages, les gens qui avaient les plus de séquelles, parce qu'il y en avait quand même plusieurs de mon village, de Grande-Vallée, qui l'avaient fait. Puis c'est eux que je pense qui avaient le syndrome post-traumatique de loin le plus avancé par rapport à les gens qui avaient fait de la Normandie. Pendant toute cette campagne de l'Italie, cette bataille, il y a quand même certains moments où les Gaspésiens, certains lieux ont été plus présents. C'est le cas pour la campagne de la rivière Moreau. Oui, effectivement, on a beaucoup de témoignages. Je suis un peu débordé par les témoignages. Ça a été dur de faire le tri là-dedans. Il y avait tellement de choses. Il va falloir faire comme
Capsule bonus. On n'aura pas pourra. le choix. La campagne de la rivière Moreau, c'est une attaque sur la ligne Gustave. Et c'est sur l'Adriatique. D'habitude, on voit tout le temps l'Italie, Florence, Rome, Naples. De l'autre côté, totalement. Mais de l'autre côté, totalement, exactement. Et pourquoi ils se sont retrouvés là, sur la ligne Gustave? C'est que la ligne était fortifiée par les Allemands, puis ils voulaient la contourner pour prendre un revers puis revenir vers Rome. C'était quoi le point